Et si la clé de notre bien-être physique ne se trouvait pas vraiment dans notre corps, mais plutôt dans nos émotions? C'est en tout cas la promesse, un peu folle, des fleurs de Bach, une approche qu'on appelle souvent une médecine de l'âme. Allez, on va explorer ça ensemble. Mais avant d'aller plus loin, juste une question simple. La santé, au fond, c'est quoi? C'est juste l'absence de maladie? Ou est-ce que c'est quelque chose de plus profond? Eh bien, selon cette philosophie, la vraie santé, c'est justement ça, un alignement parfait, l'union totale entre l'âme, l'esprit et le corps. C'est marrant parce que c'est décrit comme quelque chose de si simple, de si naturel, qu'on finit par l'oublier. Ce n'est pas un but à atteindre, mais plutôt un état originel à retrouver. Et pour vraiment saisir cette idée d'alignement, il faut prendre un peu de hauteur, voire plus grand. Parce que notre bien-être personnel, finalement, serait connecté à quelque chose d'infiniment plus vaste, à l'univers tout entier et à tous ses mystères. Regardez ces chiffres, c'est assez vertigineux. La science qu'on maîtrise, les lois physiques qu'on connaît, eh bien tout ça, ça n'explique qu'à peine 5% de l'univers. 5 petits pourcents. Alors imaginez tout ce qui se passe dans les 95% restants. C'est dans cet immense océan de mystères que des approches comme celle-ci trouvent leur place. Face à ce grand mystère, ça force un peu à l'humilité, non? Et ça nous ramène à des savoirs beaucoup plus anciens, plus connectés à la Terre. Une sagesse qui, elle, a toujours su que la nature détenait des clés de guérison. Et là, on a vraiment le choc de deux mondes. D'un côté, la vision ancestrale qui considère la plante comme un être vivant, avec son propre esprit. Guérir, c'est retrouver l'harmonie. Et de l'autre, la vision moderne qui met la plante sous microscope, la réduit à un cocktail de molécules pour traiter un symptôme précis. Deux visions, deux philosophies totalement différentes. Alors, attention, cette idée d'une médecine de l'âme, elle ne sort pas de nulle part. C'est l'aboutissement d'une longue tradition. On a Hildegard de Bingen au XIIe siècle, puis le grand Paracels, et bien plus tard Hahnemann, le père de l'homéopathie. Tous, à leur manière, ont exploré cette idée que la guérison dépasse largement le corps physique. Ils ont, en quelque sorte, préparé le terrain. Prenez Paracels, par exemple. Il pratiquait la spagérie. C'est un nom un peu barbare, mais imaginez un art alchimique fascinant. On prend une plante, on sépare ses trois essences, on les purifie chacune de leur côté et on les réunit pour créer un remède à la puissance décuplée. C'est de cette tradition que tout ça s'inspire. Et c'est là qu'entre en scène notre personnage principal, l'homme qui a donné son nom à cette méthode, le docteur Edouard Bach. Et son histoire, c'est une véritable quête, celle d'un homme qui cherchait une autre façon de soigner. Faut bien comprendre que le docteur Bach n'était pas un illuminé. C'était un médecin qui avait pignon sur rue à Londres, un scientifique reconnu. Mais il était frustré. Il sentait au fond de lui que la personnalité du patient était bien plus importante que sa maladie. Alors en 1930, il prend une décision radicale. Il plaque tout, son cabinet, sa réputation, pour partir dans la nature, à la recherche d'une médecine plus simple, plus pure. Et voilà le cœur de sa pensée. Pour lui, la maladie, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. La vraie racine du problème, elle est ailleurs. Elle est émotionnelle. Nos maux physiques ne seraient en fait que le miroir de nos conflits intérieurs. D'accord, c'est une belle idée. Mais concrètement, ça se traduit comment? C'est quoi ce fameux message que les fleurs sont censées nous transmettre? Alors, la thèse centrale, elle est là, simple et directe. Toute maladie commencerait par une disharmonie émotionnelle. La peur, le doute, la solitude, pour Bach, les vrais agents pathogènes, les vrais microbes, ce sont eux. Du coup, l'élixir floral, ce n'est pas du tout un médicament comme les autres. Ça ne combat pas un symptôme. Imaginez plutôt un instrument de musique complètement désaccordé. L'élixir, ce serait la note juste, la vibration parfaite, qui, par résonance, va permettre à l'instrument de se réaccorder de lui-même. C'est une information, une clé vibratoire. Le mécanisme, en théorie, est assez simple à visualiser. On part d'un nœud émotionnel, un blocage. L'élixir va introduire une vibration positive, une sorte de modèle de résolution. Et par un phénomène de résonance, cette nouvelle information va aider le nœud à se défaire tout seul. L'énergie peut à nouveau circuler librement. Bon, je sais, tout ça peut paraître un peu abstrait. Mais ce qui est fort, c'est que le Dr Bach a réussi à organiser toute cette philosophie en un système très concret. Une sorte de trousse de premier secours pour nos émotions. Et pour rendre tout ça vraiment simple et accessible, il a tout structuré autour d'un chiffre clé, le chiffre 7. Il a identifié 7 grandes familles d'émotions qui, selon lui, couvrent à peu près toute la palette de l'expérience humaine. Et dans ces 7 familles, on retrouve tout ce qui nous traverse, la peur, l'incertitude, le sentiment de solitude, le découragement. Chaque état d'âme un peu négatif trouve son antidote floral dans l'une de ces catégories. Et c'est là-dedans
qu'on range les 38 remèdes de son système. Allez, un petit exemple pour que ce soit bien clair. Prenez la clématisse ou clématis. Elle fait partie de la famille du manque d'intérêt pour le présent. Elle est pour les rêveurs, vous savez, ceux qui sont toujours un peu dans la lune, un peu déconnectés. Le remède ne va pas leur enlever leur imagination, au contraire, mais il va les aider à s'ancrer, à avoir les pieds sur terre. D'accord. Mais alors, comment on passe de la fleur dans le champ au petit flacon? Eh bien, la méthode de préparation, c'est un art en soi. Un art délicat, presque une alchimie, qui est aussi poétique que la philosophie qu'il y a derrière. La méthode la plus connue, c'est la solarisation. Imaginez la scène, on cueille les fleurs au petit matin, au moment où leur potentiel est maximal. On les dépose délicatement à la surface d'un bol rempli d'eau de source, et c'est le soleil qui fait le travail. Pendant plusieurs heures, ces rayons vont transférer l'empreinte de la fleur dans l'eau. Ensuite, on filtre et on stabilise cette eau, traditionnellement avec une goutte de cognac. Évidemment, on ne fait pas ça n'importe comment. Pour que ça fonctionne, les conditions sont cruciales. Il faut des fleurs sauvages, d'un lieu pur. La personne qui prépare l'élixir doit être la plus neutre possible, un simple intermédiaire. Et tout est fait à la main, loin de toute interférence, pour respecter la vibration si subtile de la plante. Au fond, le message derrière tout ça est profondément optimiste et responsabilisant. Le remède, ce n'est pas une pilule magique qui nous répare de l'extérieur. C'est juste un catalyseur qui nous aide à trouver nos propres forces de guérison. Comme le dit cette citation, si on a eu la capacité de générer un problème, on a forcément en nous la capacité de le résoudre. Alors pour finir, la question reste ouverte. Et si les réponses à nos tourments les plus profonds ne se trouvaient pas dans des formules chimiques complexes, mais dans la vibration toute simple d'une fleur sauvage? C'est une idée qui, même si elle ne convainc pas tout le monde, a au moins le mérite de nous reconnecter à la poésie et à l'intelligence de la nature.